Parfait. Hop, donc simplement voilà. OK, bon, on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à tous. Alors, donc je suis Elise Varlet. Aujourd'hui, c'est moi qui vais animer votre débat. Je suis membre de la Corax, de la Fondation Corax et je suis aussi étudiante en droit européen international. Vous voyez, madame Marianne Urbanova qui va aussi s'occuper de tout ce qui est technique, organisation et elle va s'occuper du chronomètre. Donc vous pourrez, pensez à regarder son écran, comme ça au moins vous êtes notifié du temps qui vous reste. Aujourd'hui, c'est un match de huitième de finale et c'est l'Université de Poitiers contre l'Université de Tours. Alors, dans quelques instants, on va passer au tirage au sort de vos positions. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir vous présenter. Je vais commencer par exemple par Monsieur Enzo Dogi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Enzo Dogic, je suis étudiant en Master 2 de droit privé à l'Université de Tours et je suis vraiment content de pouvoir faire ces huitièmes de finale, d'arriver jusqu'au huitième de finale et d'autant plus contre une faculté qui est pas si loin de chez nous, donc ça fait plaisir. Merci. Madame Noémie Criot, pardon. Bonjour, je m'appelle Noémie Criot, j'ai 22 ans et je viens de terminer ma licence 3 de droit privé avec une spécialisation en droit du travail. Je suis également très heureuse de pouvoir débattre contre une université française, chose qu'on n'avait encore jamais fait depuis. Et euh, j'ai hâte de voir ce que le débat va donner. Merci. Madame Noémie Le Sueur. Bonjour, moi c'est Noémie Le Sueur, je suis en troisième année de droit public et je suis très heureuse de débattre aujourd'hui et je vous remercie d'avoir pu décaler le match de 2 jours pour nous permettre à toute notre équipe d'être réunie aujourd'hui. Merci. Monsieur Yann Moix. Oui, alors du coup, voilà, c'est donc monsieur Moex, donc Yann, également étudiant à l'université de Poitiers. Je viens également de terminer ma licence en droit privé avec une spécialisation en droit des sociétés. Je suis également heureux de pouvoir concourir contre l'université de Tours puisque bah, c'est une université, comme il a dit, qui est très proche. Donc c'est vraiment bien. C'est dommage qu'à l'issue de ce match, l'un d'entre nous bah, s'arrête ici forcément, mais c'est un grand plaisir en tout cas. Très bien. Et pour finir, Madame Amandine Schneider. Je suis Amandine Schneider, je viens de terminer ma double licence histoire-sociologie. Je suis très contente de vous rencontrer également et surtout d'avoir accepté de déplacer le choc, puisque avec nos épreuves c'était plus compliqué. Donc merci beaucoup. Parfait. Donc, il y a 10 jours, vous avez reçu un sujet à préparer qui était les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit ne sont pas négociables pour créer ou mettre à jour des traités internationaux. Donc, ma collègue va partager son écran et on va pouvoir tirer au sort vos positions pour savoir si vous allez débattre pour ou contre ce sujet. Ok, donc l'Université de Tours va débattre contre, ce qui fait que vous direz que les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit sont négociables pour créer ou mettre à jour des traités internationaux. Et par contre, l'Université de Poitiers, vous serez en faveur, donc vous direz que non, les droits de l'homme ne sont pas négociables. On va mettre le chronomètre et vous allez avoir 5 minutes pour relire vos notes et vous préparer. Et on se voit juste après.
Bonjour Monsieur Lorange. Bonjour, désolé pour le gros retard. Pas de problème. Et du coup, Maintenant, on est en live, très bien. ouais, on est sur YouTube. Ouais. Très bien, les 5 minutes sont écoulées, donc on va commencer. Alors en premier, je vais inviter l'Université de Poitiers à nous donner sa déclaration d'ouverture. Vous avez 4 minutes. Merci. Alors déjà, bonjour à tous, bonjour Monsieur Lorange, merci pour l'organisation de ce match. Et on va donc commencer. Les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit. N'est-ce pas là un sujet d'actualité? Laissez-moi vous rappeler que cette question est présente dans chaque interaction qu'entreprend un État ou encore une personne. C'est le cœur de notre humanité. Autrement dit, que serait notre humanité sans droits et libertés fondamentales, ou encore sans état de droit? Vous n'êtes pas sans savoir que l'état de droit est représenté par la prééminence du droit sur la politique et par voie de conséquence sur le gouvernement. Ainsi, il convient de mettre en exergue l'importance capitale de l'existence de cet état de droit afin d'être en mesure de conserver nos droits et libertés acquises. C'est pour cela que nous défendrons la position en faveur selon laquelle les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit ne sont pas négociables pour créer ou mettre à jour des traités internationaux. En effet, il apparaît presque logique, même naturel, de ne pas négocier nos droits fondamentaux ainsi que l'existence de l'état de droit. Naturel, car c'est ce qui nous permet d'évoluer dans une société réglementée et encadrée par une puissance intangible qui est représentée par l'état de droit. État de droit qui permet la conservation de nos droits acquis et par conséquent regardé comme étant une entité supérieure au gouvernement au sein d'un pays. On en retire une forme de compétence exclusive de l'État, représentée par la notion de souveraineté. Souveraineté qui pousse les États à ne pas négocier et subséquemment à ne pas briguer ses propres droits et libertés au profit d'États n'ayant pas la même notion de droit de l'homme ou d'État de droit. C'est la raison pour laquelle, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est pas signée et ratifiée par tous les États du globe. Il faut en extraire une simple information. La définition et l'approche même des droits de l'homme ou de l'existence de droit, de l'état de droit, n'est pas la même selon la culture, la région ou encore l'histoire de l'État. De plus, pourquoi négocier les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit pour créer ou mettre à jour des traités internationaux alors que la négociation est censée aboutir à une adoption, voire une ratification de ce même traité? Or, comment ce mécanisme peut-il se mettre en place si l'on vient effacer l'état de droit et les droits de l'homme? Impossible. Sans état de droit, la société s'effondre et c'est alors le chaos. En revanche, une solution existe et nous allons vous en parler. Il s'agit d'une négociation positive. Et oui, la négociation n'est pas toujours négative. Il ne s'agit pas toujours de repartir frustré en ayant chacun effectué un compromis. Parfois, il s'agit de négocier sur l'ajout de nouveaux droits ou encore sur la force même du texte préexistant. Prenons l'exemple simple du texte que j'ai déjà cité, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte fut, par un projet porté par un avocat, renforcé en l'intégrant au corpus constitutionnel français. Et là aussi, négociation il y a eu. Mais comme je vous le disais, une négociation n'a pas apporté atteinte à nos principes fondateurs. D'ailleurs, il est aisé de trouver des exemples allant dans ce sens. Lorsqu'une concession a été faite en matière d'état de droit ou en termes de droits de l'homme, de terribles résultats se sont ressentis. L'exemple de la Seconde Guerre mondiale vient parfaitement illustrer mes propos. Les droits de l'homme ont fait l'objet d'une négociation afin de discriminer un peuple basé sur une religion, et voyez le mal qu'il en ressort. Aucune négociation ne doit être accordée quand il en vient à nos droits et libertés fondamentales. Afin d'appuyer nos propos, il semble judicieux de vous remémorer rapidement le fait que nos textes fondateurs en matière de droits de l'homme et d'existence d'état de droit sont tous anciens et restés inchangés. Ainsi, il semble de coutume de respecter ce principe de continuité en faveur des droits fondamentaux et d'état de droit. Je vous remercie. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à l'Université de Tours. Et pareil, vous avez 4 minutes pour votre déclaration d'ouverture qui est contre le sujet. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant,
Je pourrais continuer ainsi longtemps cette énumération, car ces traités, tant régionaux qu'internationaux, tant contraignants que moraux, protecteurs des droits de l'homme et pour certains de l'état de droit sont nombreux. Ces traités ont été signés volontairement par les États, puisque ces derniers sont souverains. Ils ont voulu les protéger à travers ces instruments dont l'objet principal sont ces droits mêmes. Alors pourquoi vouloir ajouter aux autres traités cette clause rendant non négociables les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit lors de la ratification ou de la modification? Cela n'a aucun intérêt. Cela peut même être dangereux. Car dans une société mondialisée, où les relations internationales tendent à s'intensifier, où le commerce international est omniprésent, la présence de ces clauses semble plus que dangereuse. Les accords passés par les États aujourd'hui sont en grande partie commerciaux. Ils permettent aux États de pouvoir commercer à travers le monde, de pouvoir développer leurs relations. Car oui, le commerce est un vecteur de la paix dans les relations internationales. Alors, insérer ces droits de l'homme et l'existence de droits à ces traités, qui n'ont, je le rappelle, pas pour objet premier ces deux notions, n'a aucun sens. Mais pour mieux le comprendre, il faut d'abord revenir sur la définition et la délimitation de ces deux termes. Comme vous l'avez dit, l'état de droit est un système institutionnel dans lequel l'État se voit encadré par les normes de droit. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons bien des relations avec la Pologne ou la Chine qui ne sont pour le moment pas des États de droit. Quant aux droits humains, vous nous les avez cités sans jamais les définir. Alors ici, je ne vous ferai pas une longue liste exhaustive, mais vous les catégoriserez. On retrouve les libertés individuelles. Elles sont liées à la personne. On peut trouver la liberté d'opinion. On peut parler des droits collectifs, ceux qui concernent les individus, mais ici en tant que membres de la société. On peut parler des droits sociaux. Ce sont les prestations à la charge des États, comme le droit à l'emploi. Enfin, vous n'avez pas mentionné cette dernière génération de droits humains qui mérite pour le moins d'être notifiée. Cette troisième génération. Je parle bien évidemment des droits environnementaux qui permettent aux individus de bénéficier d'un environnement sûr, sain et durable. Pourtant, comme mes collègues vous l'expliqueront plus en détail, l'existence de ces clauses non négociables n'a aucun intérêt supplémentaire à la protection des droits de l'homme, puisque les États de droit restent souverains et les traités déjà en place sont effectifs pour protéger ces droits. De plus, il faut permettre de les négocier. Cette négociation est importante sur ces droits puisque ça nous permettra d'évoluer au rythme de la société et de ne pas laisser ces clauses figées à l'intérieur de traités difficilement négociables par la suite. Que l'on soit d'accord. Nous ne voulons pas revenir sur ces droits qui sont déjà garantis par des traités spéciaux dédiés entièrement à la question. Non. Nous soutenons seulement que les imposer en les rendant immuables au sein de ratifications et de modifications de traités n'est pas nécessaire et risque plus que tout de mettre la paix en danger. Merci. Merci. On va pouvoir maintenant passer aux réfutations. Je vais d'abord donner la parole à l'Université de Poitiers et vous avez 2 minutes pour votre première réfutation. Alors, je vous remercie pour votre discours d'introduction très pertinent. Toutefois, je me dois d'apporter mon point de vue en votre défaveur. Oui, les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit ne sont pas négociables pour créer ou mettre à jour des traités internationaux. Comme cela a été exposé, un traité international est un accord signé entre plusieurs États. Vous savez sans doute que cela signifie qu'un traité international contient des règles de droit négociées par plusieurs États en vue de s'engager mutuellement. Je ne peux pas commencer ma réfutation sans parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, un des symboles de la France. Ce texte d'après-Révolution française, composé de 17 articles, qui affirme les droits et libertés dont les... Alors apparemment, il y a un petit problème technique. On vous a perdu pendant quelques secondes. Donc je vais peut-être vous laisser recommencer. Oui. Alors je ne sais pas si vous m'entendez. Désolée pour ça.
Oui, je vais vous laisser reprendre depuis le début parce que sinon on va perdre vos arguments. D'accord. Donc, je vous remercie une nouvelle fois pour votre discours d'introduction très pertinent. Toutefois, je me dois d'apporter mon point de vue en votre défaveur. Oui, les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit ne sont pas négociables pour créer ou mettre à jour des traités internationaux. Comme cela a déjà été exposé, un traité international est un accord signé entre plusieurs États. Vous savez sans doute que cela signifie qu'un traité international contient des règles de droit négociées par plusieurs États en vue de s'engager mutuellement. Et je ne peux pas commencer ma réfutation sans parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, un des symboles de la France. Ce texte, d'après Révolution française, composé de 17 articles qui affirment les droits et libertés dont les hommes jouissent dès leur naissance. 232 ans que ce texte existe, qu'il est intangible. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'aucun projet de modification n'a pas émergé depuis. François-Joseph Audifred, avocat, a déposé en 1903 un projet de résolution tendant à constitutionnaliser la dite déclaration. Ce projet a été adopté. Vous allez me dire que je vais à l'encontre de ma position, qui consiste à répondre au sujet d'aujourd'hui par la positive. Mais permettez-moi de mentionner que certes, les droits de l'homme ont été ajoutés à la Constitution, mais n'ont pas été mis à jour. Les articles sont restés les mêmes. Ainsi, je doute qu'un jour, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen subisse une négociation pour créer ou mettre à jour des traités internationaux. De plus, attardons-nous sur la notion de souveraineté. De manière concise, cela signifie qu'il s'agit d'un pouvoir suprême reconnu à l'État de faire ses lois et de les mettre en pratique. La souveraineté d'un État implique l'exclusivité de ses compétences. Cela met donc en avant le principe d'indépendance. Ainsi, une question se pose. Comment peut-on envisager une négociation des droits de l'homme et de l'état de droit pour créer ou mettre à jour des traités internationaux dès lors que la notion de souveraineté entre en jeu pour un nombre conséquent d'États? Je vous remercie. Merci. Maintenant, je vais inviter l'Université de Tours à nous présenter sa première réfutation. Vous avez la parole pour 2 minutes. Mesdames et messieurs, vous nous avez rappelé que les droits fondamentaux, les droits de l'homme plus généralement, et l'état de droit ne sont pas négociables, mais que parfois, dans certains cas, ils peuvent l'être. C'est bien parce qu'au fond, visiblement, vous êtes d'accord avec nous, sauf que nous allons un petit peu plus loin et nous disons que oui, à chaque fois, ils doivent être négociables. Pourquoi? La négociation sur les droits de l'homme, c'est la possibilité d'amélioration de ces mêmes droits de l'homme. Améliorer, c'est permettre de reconnaître et de prendre en compte des droits nouveaux, de suivre les évolutions d'une société. Parce qu'une société qui mute, ce sont des droits qui mutent, des nouveaux droits qui apparaissent et qui doivent être reconnus comme des droits fondamentaux. Alors, à ce titre-là, oui, mesdames et messieurs, les traités relatifs à des droits de l'homme et à l'état de droit doivent pouvoir être négociables. S'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de prise en compte des évolutions de la société, il n'y a pas de droits nouveaux. Et un seul exemple qui a été rappelé par une de mes collègues. Les droits environnementaux ne seront jamais pris en compte si on ne peut pas négocier les traités. Même dans des traités commerciaux, nous pourrons peut-être, plus tard, les améliorer et mettre dans ces traités les droits environnementaux et les reconnaître comme des véritables droits de l'homme. Ce sont des droits de dernière génération. Un autre exemple, un petit peu plus parlant, la Convention européenne des droits de l'homme et l'amélioration de celle-ci, la prise en compte de droits nouveaux, la prise en compte et la négociation de ces droits de l'homme, ce qui a amené à l'apparition et à l'adoption du protocole numéro 6 et du protocole numéro 13, l'un et l'autre, sur l'abolition de la peine de mort, que ce soit en temps de guerre ou en temps de circonstance. C'est cette évolution et cette prise en compte qui a permis l'apparition de droits nouveaux. Alors, pas de négociation, c'est pas d'évolution. Pas d'évolution, c'est un archaïsme qui pointe au bout de la porte. Et cet archaïsme qui pointe au bout de la porte, c'est la perte de ces droits fondamentaux et de l'état de droit. Merci. Je vais maintenant redonner la parole à l'Université de Poitiers. Vous avez aussi 2 minutes pour votre deuxième réfutation. Alors, je vous remercie d'avoir pris en compte ma question et d'avoir tenté d'y répondre. Je conçois que vous cherchez à mettre en avant une harmonie étatique
afin de créer des traités internationaux pour apporter une unité dans notre monde. Toutefois, c'est un projet qui semble complexe à mettre en œuvre. Le 10 décembre 1948, une date marquante que vous connaissez tous, puisqu'elle inscrit l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Amnesty International parle d'une feuille de route mondiale. La Déclaration universelle des droits de l'homme, à travers ses 30 articles, définit les droits et libertés inhérents à tous les humains dont personne ne peut les priver. Aujourd'hui encore, ces droits constituent la base de l'ensemble du droit international en matière de droits humains. Alors oui, la Déclaration universelle des droits de l'homme a servi de base pour l'adoption de nombreux traités internationaux, mais laissez-moi vous rappeler que la notion même de droits de l'homme est mentionnée dans notre sujet. Ainsi, je ne désire pas regarder les conséquences positives, bien entendu, de l'adoption de cette déclaration, mais je désire me focaliser sur son fondement. Inutile de vous rappeler que ce texte est intangible, invariable. Les mots qui composent ce symbole de la paix ne peuvent pas être modifiés. Les principes défendus ne peuvent être négociés, encore moins mis à jour. Changer la forme de cette déclaration reviendrait à porter atteinte à la mémoire d'Eleanor Roosevelt, cette femme qui a œuvré autant que René Cassin pour la rédaction de cette déclaration. Inutile de vous rappeler encore que pour qu'un traité entre en vigueur, ce dernier doit être ratifié par tous les États signataires. Pensez-vous réellement que l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, l'Union soviétique de l'époque, l'Ukraine et la Biélorussie, tous ces pays qui ont tourné le dos à la Déclaration universelle des droits de l'homme de par leur abstention, alors qu'ils faisaient pourtant partie de l'ONU, pourront s'aligner aux autres États en ratifiant à leur tour cette convention? Permettez-moi d'en douter. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser l'Université de Tours réfuter. Vous avez encore 2 minutes. Citoyen du monde, comme j'ai la prétention d'être, qu'on le veuille ou non, l'heure est venue ou d'être citoyen du monde, ou de voir périr toute civilisation. Les droits de l'homme et l'existence de l'état de droit sont négociables pour créer ou mettre à jour des traités internationaux. Prenons un instant pour penser concrètement ce que nous défendons, comment nous le défendons et à quel prix. Aujourd'hui, je pense à la France-Afrique. Les relations commerciales avec l'Afrique permettent à la France de dégager un excédent commercial confortable, lesquels reposent sur la dette et sur la faim. Jean Ziegler écrit à ce sujet. Par l'endettement, les États abdiquent leur souveraineté, par la faim qui en découle, les peuples agonisent et renoncent à leur liberté. Monsieur, vous avez parlé d'évoluer. Alors oui, nous devons négocier. Nous devons négocier, mais pour faire mieux. Face à ces pays qui renient les enfances de leurs concitoyens, qui violent les droits de leurs femmes, qui aliènent les citoyens du monde dans les rivages et les rouages de la soumission, nous devons faire mieux. Et quand ces États ne sont pas prêts à discuter, là nous pouvons nous saisir des organisations supranationales, toujours dans l'idée de négocier ces traités. Alors, citoyens du monde, comme j'ai la prétention d'être, je veux faire mieux, je veux vivre mieux. Merci. Pour terminer, vous allez pouvoir présenter vos conclusions. On va commencer avec l'Université de Poitiers. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci pour tous ces propos pertinents qui nous ont été apportés. J'aimerais, afin de conclure sur ce sujet, rappeler quelques notions qui ont été évoquées tout au long de ce débat, d'ailleurs par nos contradicteurs également, qui souhaitent faire mieux par la négociation. Mais l'évolution moderne de notre monde ne nous a pas déjà prouvé que la négociation n'apporte pas que du mieux et parfois même le pire? Je prends pour exemple notamment cette possibilité que vous nous évoquez rapidement, cette possibilité d'amélioration par la négociation. Vous parliez d'état de droit, mais pas d'existence de l'état de droit. Vous me parliez de la Chine, vous me parliez de ces pays, de la Russie, de la Chine, qui ne seraient pas des états de droit. En effet, je vous le concède,
Mais n'est-il pas question ici de l'existence même de l'état de droit et non pas de la notion de l'état de droit? Je pense qu'il est nécessaire de recentrer le débat là-dessus. L'abolition de la peine de mort, toutes ces choses-là, toutes ces évolutions, d'ailleurs, ne découlent pas de négociations de traités internationaux, mais bien de lois nationales. Et l'on en revient, dans ce cas-là, au principe de souveraineté des États, compétences exclusives et non partagées. Bien évidemment, nous sommes tous d'accord sur le point de dire que le mécanisme de ratification vient d'ailleurs mettre un frein à une négociation, si il y a négociation. Citoyen du monde, oui, mais citoyen de France d'abord. Je pense que la prospérité nationale est plus importante que celle européenne ou mondiale. Bien évidemment, elle est importante, mais pas sur le même plan. Je pense qu'il faut distinguer. Je pense qu'en matière d'environnement, là, certainement, il faut faire, et dans ce cas, cela a déjà été fait en 2004 avec la charte de l'environnement pour répondre à monsieur qui disait que rien n'avait été fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Et pour terminer, je vais laisser la parole à l'Université de Tours. Vous avez 2 minutes pour votre conclusion. Permettez-moi avant tout de remettre, si je puis me permettre l'expression, quelques pendules à l'heure. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement, ce ne sont pas des traités. Dès lors, à quel titre ça rentre aujourd'hui dans notre débat? Pour autant, j'ai entendu madame dire que dans le cadre de certains traités, ce serait difficile à mettre en place et que vous vous doutiez. Eh bien, écoutez, je vous répondrai simplement que nous n'avons pas de doute et nous sommes certains que c'est par la négociation que nous allons y arriver. Cette négociation, et je vous l'ai dit et je le rappelle, elle permet d'éviter un certain archaïsme et la naissance de nouveaux droits et la reconnaissance surtout de certains nouveaux droits. En termes d'environnement, monsieur, nous avons encore énormément d'avancées à faire parce qu'au niveau international, à part les accords de Paris qui ne sont pas effectifs, il n'y a rien. Alors, négocier, c'est permettre cette évolution de manière effective. Sans effectivité, ça n'a aucune utilité. On vous l'a expliqué aussi, l'objectif derrière cela, derrière cette négociation, c'est de protéger les peuples, de protéger tous les peuples avec qui nous pouvons déjà avoir des accords commerciaux. Pourquoi pas renégocier ces traités pour y inclure des clauses relatives aux droits de l'homme? Alors oui, ce sera l'objet potentiellement des accords que nous pouvons avoir avec l'Afrique. Ce sera l'objet de tous les accords que nous pouvons avoir, pas seulement entre Français, mais évidemment dans le cadre de traités internationaux. Reconnaissons cette évolution, reconnaissons cette effectivité, protégeons l'ensemble des peuples. Et pour finir, je vais reprendre les mots que vous avez utilisés, monsieur. La négociation n'apporte rien de mieux, voire pire. Qu'est-ce que vous faites de la paix? Allez dire ça aux créateurs de la CECA, qui, l'objectif même, était non pas seulement le charbon et l'acier, mais avant tout de promouvoir la paix. Merci. Donc le débat est terminé. Félicitations et merci pour vos arguments. Comme vous avez l'habitude, avant de se quitter, je vais vous laisser la parole une dernière fois. Et comme ça, on va pouvoir recueillir un peu vos impressions, que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé du débat, de votre performance. Alors, je vais commencer par Monsieur Enzo Doji. Merci beaucoup. C'était un bon débat. Enfin, c'était très intéressant en tous les cas de débattre à chaque fois sur tout ce qui concerne en général les droits de l'homme, les libertés fondamentales et aussi l'état de droit. C'est toujours très intéressant et justement de pouvoir avoir des points de vue différents, ça fait toujours plaisir. Merci. Madame Noémie Trio. Alors de même, je suis très contente d'avoir fait ce débat et je remercie l'Université de Tours qui ont abordé le sujet avec une manière différente et c'est agréable que le débat soit vivant et qu'il ne soit pas répétitif en fonction des deux universités. Et également heureuse d'avoir pu débattre sur le sujet sur le sujet des droits de l'homme, bien que ce soit un sujet que je maîtrise sans maîtriser, étant donné que j'ai eu un cours de droit et libertés fondamentaux, mais c'est à peu près tout, et puis j'ai peu de connaissances en la matière. Mais justement, je suis heureuse de participer à ce concours
parce que ça permet d'apprendre de nouvelles choses et d'enrichir nos connaissances juridiques et personnelles. Très bien. Madame Noémie Le Sueur. Oui, bah merci beaucoup pour ce débat qui était très enrichissant. C'est vrai qu'on avait les deux équipes des points de vue totalement différents sur la question. Et pour notre part, c'était vraiment un sujet où on a eu du mal au début à voir où on allait aller et ce qu'on pouvait proposer dessus. Et bah, j'étais très heureuse d'avoir pu débattre face à vous sur ce sujet qui était très intéressant. Merci. Monsieur Yann Moix. Alors d'abord, merci à toute l'équipe d'organisation, bien évidemment. Merci aussi à l'équipe de Tours. Et j'aimerais rappeler juste une chose rapidement. Alors, c'est vrai que le débat était assez intéressant. C'est vrai qu'il était quand même assez technique, j'ai trouvé, par rapport au débat qu'on a pu avoir, nous, auparavant. C'est vrai que c'était un sujet qui est assez d'actualité, malheureusement, avec ce qui se passe en Russie, etc. Bon, malheureusement, c'est vrai que les droits de l'homme, en ce moment, font beaucoup parler. Et j'aimerais rappeler juste une chose, en tout cas, me concernant. C'est vrai que le point de vue qui a été défendu par l'université de Tours nous a également posé problème, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est assez difficile de se mettre dans la tête qu'il faut négocier l'existence même de l'état de droit, alors que nous, on a connu, on va pas se mentir, en tout cas en France, que ça. Depuis qu'on est né, on est toujours en démocratie, on n'a jamais connu d'état autoritaire. Donc forcément, c'est un peu plus difficile. Et donc forcément, c'est un peu plus dur de défendre ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant. J'espère que l'aventure va continuer. J'espère, en tout cas, je souhaite bonne chance également à l'université de Tours. Et puis maintenant, bon, bah, les dés sont jetés, quoi. Merci. Et pour terminer, Madame Amandine Schneider. Eh bien, je vous remercie tous pour ce choc. C'est vrai que c'est un débat qu'on attendait impatiemment parce que, au regard de la malhabilité du sujet, on ne savait pas comment en fait il allait se passer. Et donc, on a particulièrement aimé pouvoir échanger et vraiment réfléchir sur un sujet qui est aussi important et de voir aussi qu'il fallait dépasser notre vision très ethnocentrée qui est celle de la France pour voir ailleurs comment on pouvait faire autrement. Et c'était particulièrement stimulant. Merci. Parfait, donc merci à tous. Je vais laisser la parole à Monsieur Laurent. Je pense qu'il a des informations à vous donner. Et puis, bonne continuation. Ah, votre micro est coupé, Monsieur Laurent. Non, ça doit être bon. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Donc oui, tout d'abord, je voudrais commencer par présenter mes excuses parce que j'étais en retard pour tout commencer. Donc j'étais à l'université, je donnais un entretien en fait à des collègues. Alors, premièrement, tout le match est enregistré, donc on va mettre en ligne en fait l'intégralité du match sur YouTube pour que les juges ils puissent voir la partie qui n'était pas sur YouTube en live, on va dire. On l'a gardé en live parce que justement les personnes pouvaient regarder ce qui était en direct, mais pour que les juges puissent voir, on va leur donner le lien vers la vidéo qui sera uploadée dans l'après-midi et aussi à vous aussi pour que vous puissiez voir la vidéo qu'ils regarderont. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, alors c'est le dernier match des huitièmes de finale, donc le huitième match des huitièmes de finale. Donc c'est-à-dire que on a informé déjà les juges que bien sûr ce match est très important parce que justement il faudra qu'ils donnent leur formulaire et puis dès qu'on a les formulaires, on pourra annoncer les résultats et donner les sujets bien sûr pour le quart de finale. Donc comme vous êtes dernier huitième de finale, donc le vainqueur aura le match contre le vainqueur du septième huitième de finale. C'est passé hier soir. Donc comme ça, vous verrez bien sûr dans le tableau les différentes équipes. Alors bien sûr, on va avoir aussi un événement de réseautage en ligne qui aura lieu dans la semaine prochaine. Donc on vous a envoyé, je crois, dans une newsletter déjà un lien. Si vous voulez participer, c'est intéressant pour vous aussi parce que comme ça, vous pouvez rencontrer toutes les équipes de la compétition, toutes celles qui ont participé ou qui participent encore. Pour justement garder contact et puis même les inviter à des événements que vous-même vous organisez, parce que je sais que vous avez, bon, Tour Éloquence, je sais que c'est une organisation qui a pas mal d'activités aussi de débats, de compétitions, de plaidoirie et aussi, mais justement pour pouvoir justement voir les étudiants des autres équipes du monde entier, des autres continents aussi, que vous pourriez rencontrer à la suite, soit dans la compétition, soit en match amical.
En tout cas, on va essayer de vous renvoyer ça, le lien, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous voudriez pour la semaine prochaine. Alors bien sûr, pour l'horaire, on regarde toutes comment ça s'appelle, tous les fuseaux horaires pour faire en sorte que ça coïncide pour le plus d'équipes possible. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà fait pour la compétition anglophone il y a 10 jours, et donc on va faire aussi pour la compétition francophone. Donc l'idée, encore une fois, c'est pour vous connaissiez, et aussi si un jour vous devez travailler ou étudier avec ces régions du monde ou ces pays du monde, comme ça vous aurez des personnes qui vous pourrez penser contacter justement pour votre carrière ou pour vos études. Donc ça, c'est une autre chose. Je vais aussi envoyer un email, parce qu'en ce moment, on a un événement qui se passe à l'Université de La Haye, où on informe les étudiants. Alors bon, vous êtes des étudiants en droit, donc comme ça coïncidera pour vous, sur justement comment ceux qui travaillent dans les institutions européennes et organisations internationales, parce qu'on a des tribunaux à La Haye, comment ils y sont arrivés. Donc ça, je vous donnerai les liens, comme ça, vous pourrez voir si ça vous intéresse, bien sûr. Et puis enfin, alors là, je vais aller jusqu'à la fin de la compétition, c'est-à-dire les finales. Donc les finales, elles auront lieu en personne, donc c'est quelque chose qu'il faut commencer à réfléchir, c'est-à-dire que dès que vous arriverez en quart de finale, on va commencer déjà à vous dire que il faudra réfléchir à comment venir à La Haye, si vous souhaitez venir à La Haye pour votre finale et match pour la 3e place. Parce qu'en fait, ce sera 4 équipes qui auront leur match à La Haye, aux Pays-Bas. Et bien sûr, en présence de l'ambassadeur de France, et il donnera une réception pour aussi les 4 équipes et les juges et tout ça, à la résidence française de l'ambassadeur. Donc c'est une chose déjà à commencer à réfléchir quand vous arriverez en quart de finale. Pourquoi? Parce que il restera à peu près un mois avant la fin de la compétition. Et donc toute équipe qui arrive en demi-finale, automatiquement, on va leur demander s'ils veulent être présents. Donc il y a de ce côté-là aussi, est possible avec les sponsors qu'on voit pour essayer d'aider justement pour le, pour le voyage. Donc voilà, en tout cas, bon, pour l'instant on est en 8e de finale. Quart de finale, on en parlera un peu plus, bien sûr. Ensuite, dès qu'il y aura la décision de qui passe en demi-finale, là par contre ça deviendra beaucoup plus concret. Mais donc voilà, c'est une chose à savoir. Encore une fois, le sujet qui vous a été donné aujourd'hui, c'est un sujet de la présidence française de l'Union européenne, parce que c'est là-dessus que le gouvernement français voulait, pendant ces 6 mois, discuter avec tous les autres membres pour essayer de faire en sorte que ça bouge sur la question de l'état de droit dans l'Union européenne. Donc voilà, en tout cas, le sujet, c'est comme ça qu'il a été écrit il y a 6 mois à peu près, en connaissant tous les thème de la présidence française qui allait être proposé justement. Donc voilà, en tout cas, bravo encore pour tous vos efforts. Une toute dernière question, parce que je sais qu'on est en retard. Alors, je crois qu'il y a 92 km de distance entre Tours et Poitiers. Exactement, j'ai vérifié. Non, parce que j'ai vécu à Tours il y a longtemps aussi, hein. J'ai étudié à Tours. Donc, est-ce que, bien sûr, les étudiants de Poitiers ont déjà été à Tours en visite, ou bien Oui, non? Monsieur Moex ou... Alors moi, c'est assez marrant parce qu'en fait, pour mon stage de fin d'année, j'ai été à Tours pendant 2 semaines dans une étude notariale en plein centre de Tours, Mhm. littéralement à côté de la Bah, c'est gare. cool. Voilà, j'ai mon frère qui habite à Tours et j'ai également postulé à l'université de Tours également, en master. Donc c'est une ville que je connais bien, j'y vais parfois donc voilà. D'accord. Et mademoiselle Criot, vous connaissez Tours? Alors moi, j'ai pas été à Tours même, mais pour aller à Clermont-Ferrand, parce que Clermont-Ferrand, c'est très mal desservi en train, j'ai dû m'arrêter à Saint-Pierre-des-Corps, donc Carte TGV? juste à côté. Mais sinon, non, Tours, je connais pas, mais j'ai aussi postulé à Tours en Master 1. D'accord, très bien. Alors du côté justement de Tours, vous avez été à Poitiers? Ouais. Moi, j'ai pas eu j'ai eu l'occasion d'y aller, mais je me suis fait refuser dans les masters de Poitiers. Donc, j'ai pas eu cette chance. Et si je vais bientôt pouvoir la découvrir, puisque l'école d'avocat, elle est à Poitiers, donc je vais devoir aller à Poitiers pour l'école d'avocat. D'accord. Et donc, mademoiselle Le Sueur? Oui. Je suis déjà allée à Poitiers quand j'étais petite, mais je connais aussi Clermont-Ferrand parce que je viens de là-bas. Donc je connais très bien l'endroit, mais sinon Poitiers, j'en ai plus beaucoup de souvenirs parce que j'étais vraiment jeune quand j'y étais allée.
D'accord. Et puis, mademoiselle Schneider? Moi, je ne suis jamais allée à Poitiers, même si j'aimerais bien y aller. Et concernant vos masters, eh bien, si vous venez, on sera ravis de vous accueillir à Tour Éloquence. Donc voilà, donc bon, en tout cas, oui, la distance quand même, 92 km, c'est pas non plus. Si vous pouvez, à un moment l'année prochaine, ou ben, quand vous avez l'occasion de vous rendre visite, ce serait bien, parce que bon, je sais pas si vous le savez, mais les deux universités, elles sont connectées au niveau académique. Je me rappelle vaguement que le doyen de Poitiers m'avait dit que les doyens de Tours, ils travaillaient ensemble, je crois. Donc oui, en tout cas, essayez par rapport au fait que vous avez des activités Tour à Éloquence, et puis aussi à Poitiers, d'essayer de vous inviter en personne même, parce que vous n'êtes pas très loin. Et puis, bien sûr, de notre côté, bah, on va continuer de voir si vous voulez l'année prochaine aussi envoyer une équipe, les deux universités, comme ça au moins, vous continuerez justement peut-être à avoir des joutes comme ça entre deux équipes de la même région. En tout cas, c'est totalement par hasard, hein, si vous êtes en huitième de finale l'un contre l'autre à 92 km de distance, mais bon, en tout cas, les fois suivantes, ce sera beaucoup plus de distance, c'est sûr, pour le concours. En tout cas, bravo pour votre préparation, pour votre débat. Et puis, on va vous envoyer les résultats, bien sûr, dans quelques jours. Et puis ensuite, vous saurez si vous êtes en quart de finale. D'accord? Voilà, en tout cas, merci encore. Désolé encore pour le retard. Et puis, on va mettre en ligne la vidéo dans quelques minutes de l'enregistrement. Merci. Merci à Tours, merci à Poitiers. Et puis, on garde contact. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Merci à vous, au revoir. Au revoir.